Costa. Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Paul Clavier, auteur de ce livre « Par ici, la monnaie, petite métaphysique du fric ». C'est publié aux éditions du Cerf. Alors, Paul Clavier, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour, écoutez, vous m'étonnez. Alors, vous êtes, je rappelle, professeur de philosophie à l'Université de Lorraine. Vous avez écrit sur Kant, la cosmologie, le concept de création. Vous enseignez donc à Nancy, vous êtes normalien, vous êtes agrégé en philo. Mais que diable allez-vous faire dans la galère du fric? C'est quoi ça? Je dis tout de suite que j'ai beaucoup aimé votre livre, hein, mais expliquez-nous. Avant de commencer, permettez-moi de vous dire que je suis transporté d'aise parce que vous avez annoncé à propos de Gauthier Capuçon. Ça, c'est une belle bouffée d'air frais dans l'horizon. Alors maintenant, je reviens à la question que je ne veux pas éluder. Que viens-je faire dans la galère du fric? Et je me permets de vous rappeler que Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, tout le monde s'est posé la question de ce que c'est que l'argent. C'est pas uniquement une question technique, c'est une question anthropologique radicale. C'est une question... quand j'utilise un bout de papier ou une écriture sur un chèque, ou quand je donne ma carte, ou quand je fais un virement, qu'est-ce que je fais? C'est une question, vraiment, on vit avec ça, il faut savoir ce que c'est. Or, il me semble qu'un certain nombre de faits historiques et culturels font que l'argent qui, à l'origine, n'est qu'un moyen. Jean-Baptiste Say disait carrément l'argent, il sert à voiturer vos biens. C'est un vecteur, on dirait aujourd'hui, une voiture, un vecteur. Mais il n'a aucune consistance. Il existe par pure convention. C'est déjà ce que disent Platon et Aristote. L'argent, c'est le symbole de l'échange. Platon, dans le livre des lois, l'argent, c'est le symbole de l'échange. Et comment se fait-il que ce symbole soit devenu la réalité qui mesure tout le reste? Voilà le mystère que j'essaie d'élucider en philosophe. Alors, je ne suis pas le Didier Raoult de l'économie, je ne viens pas apporter des révélations fracassantes, mais j'ai essayé de comprendre, avec les outils conceptuels du philosophe, ce que c'est que l'argent, d'où vient notre addiction au crédit. Il y a des pages extraordinaires. Par exemple, Rabelais, dans le tiers-livre, consacre 3 chapitres entiers dans lesquels Panurge fait l'éloge du crédit, de la dette, de l'endettement jusqu'à plus soif, et dans lequel, justement, l'argent perd sa réalité. Alors, c'est un sujet pour tout le monde et aussi pour philosophes. C'est vrai, et d'ailleurs votre livre est bourré de références, et c'est ça qui le rend passionnant aussi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est étonnant, votre rappel de Rabelais, etc. Mais en fait, dites-moi, donc le crédit, et je ne dirais pas qu'il est né dans les cavernes, mais il est né très tôt. Enfin, cet échange, alors... On parle beaucoup de l'échange, vous savez, c'était Molière, évidemment, voiturez-nous les commodités de la conversation. Bon, c'était autre chose, mais dans les précieuses ridicules. Mais en fait, l'argent en tant que, vous avez dit très bien, en tant que moyen, quelque part, Paul Clavier, si j'ai bien lu votre livre, vous expliquez comment les moyens sont devenus, en tout cas chez beaucoup de gens, la fin, ou une fin. Alors, il y a une histoire passionnante qui est un peu une histoire à la fois psychologique, historique, enfin une histoire historique, bon évidemment, et anthropologique. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur l'origine de la monnaie, on vit avec une sorte de mythe. Le mythe, c'est que au départ, on est dans l'autarcie des chasseurs des chasseurs-cueilleurs, enfermés dans un troc compliqué. Chacun se balade avec ses sangliers ou ses pêches pas mûres, et puis on essaie de les échanger, puis bon, on s'envoie les pêches à la figure ou les sangliers aux trousses. C'est compliqué. Et puis on dit et tout d'un coup la monnaie arrive, et grâce à la monnaie, grâce au cash, tout devient merveilleux. On se développe, on invente des vaccins, on fait des guerres parce que l'argent est le nerf de la guerre, et tout va bien. Bon. En fait, c'est un peu caricatural, et au fond, dès le début du XXe siècle, mais excusez-moi, Paul Clavier, si vous pouvez vous mettre un peu plus dur, parce que on vous entend, mais c'est un tout petit peu haché, légèrement. D'accord. J'essaie de moins hacher. Alors, l'idée, c'est que dès le début du XXe siècle, un certain Alfred Mitchell Ince a un peu étudié les documents de l'archéologie économique. Il s'est dit, mais pas du tout. La monnaie, elle a existé très tôt, mais la monnaie qui existe avant tout, c'est l'unité de compte. C'est-à-dire qu'on compare, on a besoin de comparer un sanglier avec des poissons ou avec des pêches, etc. Et le cash n'est pas l'essentiel à la monnaie.
Hein. Ce qui est important dans toute communauté humaine, c'est d'échanger avec une unité de compte. Et on a découvert que les ardoises, c'est-à-dire les comptabilités de je te dois ça, tu me dois ça, existent depuis toujours. Hein, et que c'est ça la réalité de l'économie. Ensuite, quand, pour des raisons de facilitation de l'échange, on passe par le cash, par les espèces, par la monnaie fiduciaire, on autonomise l'argent, pourquoi pas si ça rend des services. Mais petit à petit, l'argent qui n'est que le vecteur de l'échange devient un bien en soi. Hein, et c'est par une série de glissements qu'on a subis et qu'on n'est pas forcé de subir. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans le retour de certains systèmes d'échange locaux. Les gens se disent, attendez, ce qui compte, c'est pas de mettre... du cash, d'accumuler cash sur cash ou d'accumuler des comptes, etc., ou des instruments financiers comme ça qui se sont déconnectés de l'échange et des besoins réels, c'est de retrouver la vraie vocation de l'argent qui est, je vous rappelle la belle formule de Jean-Baptiste Say, l'argent n'est que la voiture de la valeur des produits. Voilà, j'adore cette c'est très joli. Hein. Le problème, c'est que les dommages collatéraux ont été presque plus importants que le produit, puisqu'on va parler quand même avec vous, c'est passionnant, on va parler de spéculation, on va parler comment effectivement la fin a, je dirais, phagocyté les moyens. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On reste avec vous, professeur Paul Clavier, et puis les auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et oui, toujours dans tous nos états, et le face-à-face avec Paul Clavier, ce livre très très intéressant. Par ici la monnaie, petite métaphysique du fric, paru aux éditions du Cerf. Paul Clavier, oui d'accord, on parle de ça, on parle effectivement, vous avez parlé d'ailleurs, vous en parlez longuement avec beaucoup d'exemples, cette philosophie de l'échange, cette philosophie du don, vous avez cité Jean-Baptiste Say, mais enfin écoutez, si je regarde le paysage d'aujourd'hui, hein, et je prends un exemple sans tomber dans la polémique, vous avez vu par exemple, prenons le Big Pharma, comme par hasard le laboratoire pharmaceutique. Tel ou tel laboratoire, eh bien, annonce qu'il est en train de trouver soit un vaccin, soit un protocole. La bourse immédiatement, elle monte de 30%. Le lendemain, effectivement, c'est pas encore au point, elle reste de baisse de 20%. Et il y a des gens qui se sont fait, allez, on va pas être vulgaire, mais enfin qui se sont fait de très 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 jolis bénéfices sur ces opérations boursières. Et je ne parle pas de l'explication sur les spéculations sur les monnaies. On se rappelle de Soros et de la Banque d'Angleterre, il y a une 20-25 ans. Enfin, tous le font, d'ailleurs tous ceux qui ont les moyens de le faire. Alors, c'est devenu quoi cette espèce de rêve, enfin de pratique d'échange? Ça, c'est devenu un extraordinaire show, un cirque. Paul Clavier. Si c'était qu'un cirque distrayant, ce serait bien, mais le problème, c'est que c'est un jeu de massacre de l'échange réel, et on n'est plus au service des besoins réels et légitimes des êtres humains, hein, ni dans la configuration qui permet aux humains que nous sommes de produire les objets ou les services qui permettent de satisfaire ces besoins. On est dans une course à l'argent. Enfin, évidemment, c'est ce que disait Machiavel. Hein. Machiavel dit que l'homme ne croit s'assurer quelque chose que lorsqu'il acquiert davantage. On a besoin d'argent parce qu'on a besoin de moyens d'échanger les produits qui nous permettent de vivre, de nous développer, de nous cultiver, tout ce que vous voulez. Hein. Mais par désir de sécurité financière, alors oui, on ne sait jamais, et finalement, vous avez des écarts salariaux de 1 à 20, de 1 à 30, de 1 à 50, ça ne veut plus rien dire. Hein. Alors, ce qui est en cause, c'est la déconnexion de l'outil monétaire avec les produits, les besoins et les services de base légitimes. Alors, ce que je dis là, vous pouvez dire, ces petites fleurs bleues, c'est le philosophe qui rêve d'un monde parfait. Oui, quand on voit le monde dans lequel on est, je pense qu'on a un peu le droit de rêver. Et puis, c'est pas tout à fait du rêve. Hein. Je le disais tout à l'heure, mais quand on voit comment fonctionnent les ONG de microcrédit, l'argent redevient au service du travail réel, de personnes réelles, hein, et on n'est pas dans des outils ou des titres financiers qui s'emballent eux-mêmes. C'est absolument... C'est vrai, vous citez beaucoup les organismes de microcrédit, mais malheureusement, ça ne représente quand même qu'une part extrêmement réduite de l'économie. Mais je voudrais vous demander, Paul Clavier, très bien, mais attendez, moi,
moi, si je fais des opérations, je ne parle même pas d'opérations de spéculation. Mettons, je bâtis des immeubles, je fais des entreprises, comme beaucoup, etc. Bon, et puis ça marche, et puis ça me rapporte. Mais au nom de quoi on me dira, ah mais non, vous êtes allé trop loin, vous gagnez trop d'argent, etc. Je pourrais dire, mais attendez, moi je n'ai volé personne, je suis en train de bâtir telle ou telle entreprise qui, alors je ne parle même pas d'employés qui emploient beaucoup de monde, qui favorisent l'emploi, etc. Mais restons sur le terrain de l'argent. Eh bien écoutez, cet argent, je l'ai gagné, je ne l'ai pas volé. Qu'est-ce que vous répondez à ça, même pour des gens qui ont gagné beaucoup, ou des millions ou des milliards? Après tout, ils peuvent dire, mais attendez, au nom de quoi vous allez me dire ça, c'est pas bien, c'est décoller de la réalité? C'est la réalité, puisque le monde où j'habite me permet de faire cela. L'argent qui est gagné au moyen d'un travail productif de biens ou de services qui remplissent, enfin qui satisfont des besoins réels de logement, de santé, de culture, d'alimentation, etc. Et cet argent, je veux dire, je n'ai rien à redire contre ça. C'est la circulation normale de la monnaie. Maintenant, lorsque cet argent provient d'une spéculation sur la hausse ou la baisse d'une devise relativement à une autre, on se demande où est le travail. Alors évidemment, on va vous dire, ah mais vous comprenez, le marché des devises, ça sert à couvrir les États ou les grandes entreprises contre les risques de dévaluation d'une autre monnaie. Bon, mais le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. On commence par s'assurer, et puis après, l'activité de couverture ou ces fameux dérivés deviennent l'essentiel. Alors c'est quand même bizarre. Ce fameux marché des devises ou marché d'échange, c'est quotidiennement en gros 4 à 5 000 milliards de dollars. Bon, je dis ça mais c'est pratiquement rien par rapport au marché des taux, hein, et quant au marché des dérivés, alors là vraiment c'est aberrant. Mais à chaque fois on va vous dire, ah mais oui, mais vous savez, c'est tout à fait légitime et je voulais prémunir mon entreprise contre des risques de variation du coût des matières premières ou celle des taux de change. Alors là, quand un baril de pétrole est vendu 100 fois à divers prix, on se dit, bon ben voilà, ces bénéfices ne correspondent plus à des besoins réels. Moi, je ne suis pas là pour faire la morale, hein, mais je dis, nous avons tous le droit de nous demander, mais la monnaie, c'est quoi, hein? Si la monnaie est un lien qui permet à des besoins légitimes de trouver des moyens de satisfaire ces besoins, tout va bien. Si la monnaie devient au contraire un bien en soi qui est recherchée pour elle-même, on voit aujourd'hui que ça ne va pas très bien. On ne peut pas affirmer que chacun use de l'argent comme il veut, parce qu'il est là le problème, vous l'avez très bien dit. Au nom de quoi je vais dire à quelqu'un que l'argent n'est pas un bien de propriété, mais quelque chose, une ressource commune? Eh bien, parce que lorsqu'il est utilisé comme un bien au sens juridique du terme, une propriété dont je peux user et abuser, on arrive à des aberrations, à savoir, mais il faut quand même le rappeler, que 1% de la richesse mondiale, 50% de la richesse mondiale est détenue par 1% des chiffres tellement aberrants qu'ils n'ont plus de signification. 1% de la population détient 50%, oui. C'est clair. Et d'ailleurs, une chose que je vais vous dire, c'est nous irons tous au paradis. Non, en tout cas, nous n'irons pas tous aux paradis fiscaux, par exemple. Hein. C'est une belle invention, ça aussi. C'est une belle invention, ça aussi, oui. Et on se demande jusqu'où ça va aller, tout cela. Juste un mot, en tout cas. Si on vous dit, Paul Clavier, en lisant votre livre, décidément, l'argent fait le bonheur ou pas? Oui. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Voilà. Parce qu'il est le vecteur de l'échange. Et sans échange, on n'est rien. On n'est rien. Hein. Ouais, c'est ça. Et je pense que moi, ce que j'ai essayé de dire dans ce livre, et j'espère trouver un écho à cela, c'est que ça ne sert à rien de taper sur les financiers, la finance, etc. Parce que chacun, c'est ce que dit Machiavel, chacun essaie de maximiser les outils dont il dispose, quitte à en faire des biens en soi. Ce qui compte, c'est le témoignage que nous pouvons donner chacune et chacun, hein, dans la façon dont nous plaçons notre épargne, dans la façon dont nous estimons ce vecteur qu'est l'argent. Et je veux dire, ce sont des grandes mutations. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain. Moi, j'ai pas la solution pour que demain le marché d'échange et le marché des dérivés s'effondrent et que la prospérité revienne partout. En revanche, je trouve que c'est un formidable créneau d'espérance de dire, écoutez, il revient à chacune et chacun de pouvoir dire, cet argent, comment je l'utilise? Par mon comportement, je témoigne que l'argent est un lien
et pas un bien en soi. Voilà, un lien. On reste avec vous, Paul Clavier, et dans quelques instants après les informations, nous avons les auditeurs de Sud Radio qui ont sûrement des questions à vous poser. À tout de suite après les infos. Sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Encore faudrait-il que les Français continuent de parler aux Français et de pas uniquement à travers les armes, les insultes, les horions, les injures et les mauvaises fleurs de part et d'autre. Nous sommes toujours avec Paul Clavier et son livre très intéressant, Par ici la monnaie, la petite métaphysique du fric. Mais nous allons parler de tout le reste, évidemment, de tout ce qui se passe et de tout ce dont nous avons parlé avec vous, auditeurs de Sud Radio, avec vous, femmes libres, hommes libres. Et tout de suite, 0826 300 300, on retrouve Bertrand qui nous appelle de la Drôme sur Sud Radio. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Écoutez, bonjour. Je voulais vous remercier pour ce que vous dites. On a l'impression de ne plus être tout seul à avoir une pensée raisonnable et à voir les choses de façon un peu différente des médias mainstream. J'en profite, je vous remercie, mais je remercie aussi le Covid-19 parce que c'est grâce au discours anxiogène qu'il y avait sur France Info, que j'écoutais régulièrement, que j'en ai eu marre et j'ai essayé autre chose et je suis tombé par hasard sur votre radio qui passe pas très bien dans la Drôme, mais je préfère 100 fois avoir une qualité d'écoute qui n'est pas très bonne et avoir un discours qui est intéressant et qui apprend quelque chose et différent des médias mainstream. Ça nous touche beaucoup, merci. Merci, on essaye d'aller vers cette pente-là. De garder en tout cas un bon sens. Faute chose. Merci à vous. Alors dites-moi, on vous écoute. Allô ? Du livre du professeur Clavier. Oui. J'ai entendu une bonne partie de son intervention. J'ai trouvé cela très intéressant. En fait, on a l'impression qu'en creux, il évoque la crématistique dénoncée par Aristote dans la politique. Oui. On est coupé là. Oui, effectivement, on a constaté, André Berkoff, il y a un tout petit problème de liaison téléphonique. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Bertrand ? On va voir, on a quelques secondes. Alors, oui, on vous a retrouvé, Bertrand. Effectivement, ça sautait un petit peu. Il n'y a pas que la radio qui passe mal, apparemment, là où vous êtes. Vous êtes en direct sur Sud Radio avec André Berkoff et Paul Clavier, son invité. Oui, je suis au fin fond des bois. Je suis au fin fond des bois et ça passe pas toujours très bien. Et oui, je voulais dire que le professeur Clavier évoque, sans la nommer, la crématistique dénoncée par Aristote dans la politique. Mmh. Est-ce qu'il est... Qu'en pense-t-il ? Alors, oui, alors Paul Clavier, vous avez entendu ce qu'a dit Bertrand ? Oui, bien entendu, mais il a tout à fait raison, mais je ne m'en cache pas. C'est parmi les premières citations que je fais, c'est des propos d'Aristote sur l'échange. Je citais Platon tout à l'heure, mais évidemment, Aristote est l'un des premiers à avoir réalisé que la seule vocation, enfin la vocation légitime de la monnaie, c'est d'être une unité de compte. Quand elle devient un instrument de réserve, bon, de façon prudentielle, d'accord, pour voir venir, pour avoir son petit EHPAD 5 étoiles plus tard, ok. Mais attention, quand ça devient des réserves absolument démentielles, on n'est plus dans l'économie, on est dans ce que Aristote appelle la crématistique, c'est-à-dire l'acquisition pour l'acquisition. Hein, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors justement, Paul Clavier, non mais c'est très passionnant. Comment s'est passé, enfin, est-ce qu'on sait un peu, je ne dis pas la date précise, ça n'existe pas, qu'on est passé de la culture de l'échange à la culture de l'épargne. Car en disant, attention, regardez, aujourd'hui Nicole Pénicaud, là, notre cher ministre du Travail, dit, attention, les Français ont un bas de laine, il y a de l'épargne, il y a 60 milliards, faut donner. On est en pleine actualité, là. Quand s'est passé à cette attention épargnée ? Alors, il y a plein de facteurs culturels, mais il y a par exemple le rapport à la vie, à la mort, la méfiance par rapport au lendemain, jusqu'à, c'est difficile à dire, mais jusqu'à la Renaissance, l'idée de providence,
est quand même dans les esprits. Les assurances, ça n'existe pas. On prie la Sainte Vierge, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, ou le bon Dieu pour que le bateau que vous envoyez sur la mer ne coule pas, etc. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que la mobilité humaine s'accroît, que les risques encourus dans les trajets, etc. s'accroissent, et bien on se dit, oui, mais la Providence c'est bien gentil, mais il faudrait aussi une bonne compagnie d'assurance, ça peut pas faire de mal. Voilà. Et c'est fait partie des réflexes humains. Je citais Machiavel tout à l'heure, mais Aristote aussi est dans cet esprit-là. Il dit, au fond, c'est vrai que la prudence, c'est quand même de pas se retrouver totalement dépourvu au dernier moment. Des penseurs, comme on dit aujourd'hui, comme Simone Weil, à qui je consacre un chapitre entier, dit, attention, on a perdu cet esprit franciscain qui fait que, bon, bien sûr, faut prévoir. Simone Weil dit des choses très très belles. Elle dit oui, l'argent, bien sûr qu'il en faut. Bien sûr qu'il faut payer ses dettes. Bien sûr qu'il faut qu'on ait des embêtements lorsqu'on ne paye pas. Mais il ne faut pas non plus que ces embêtements nous mettent au tapis. Et du coup, elle a cette formule admirable. L'argent comme unité de compte, oui, mais l'argent comme juge et bourreau, non. Or, l'obsession d'avoir des liquidités, de prévoir des plans d'épargne, absorbe complètement l'économie. Et même ce réflexe d'épargne dont on parle, le fameux baleine des Français, c'est un peu un refus de l'échange. Quand j'ai d'épargne disponible, ou bien j'achète des choses pour mes enfants, ma famille, etc., des besoins, ou bien j'entre en société avec avec d'autres personnes pour développer de vrais vaccins ou entrer dans la vie économique. Et je n'enferme pas mes lingots d'or dans mon jardin. Voilà. Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant, dit La Fontaine. C'est très joli. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est très joli en tout cas. Merci Paul Clavier, merci Bertrand. Oui, merci beaucoup Bertrand de nous avoir appelé sur Sud Radio. En plus, c'était une première. On espère qu'on arrivera à vous entendre la prochaine fois. Vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio, vous qui nous appeliez de la Drôme. 0826 300 300 direction l'Essonne. On va étendre pour retrouver Sébastien sur Sud Radio. Et bonjour Sébastien. À tous. Bonjour. Donc, comme d'habitude, je voulais intervenir chez vous, Monsieur Berkoff, parce que je vous adore beaucoup. Alors, ça fait 3 semaines que j'essaie de vous appeler. Impossible de passer à la radio. Ça veut dire que vous êtes devenez de plus en plus populaire, je présume, et c'est une bonne nouvelle. En tout cas, je suis ravi de vous avoir. Allez-y, Sébastien. Oui. Alors, en fait, je voulais d'abord faire une préface par rapport aux indigénistes. Vous savez, je vous entends vous offusquer contre les gens qui parlent de racisme. Cette dame qui a appelé aux armes. Vous voyez, ceux qui se plaignent comme Rokhaya Diallo. Oubliez-les. Je vous jure, oubliez-les. Ça fait un bien fou et de toute façon, vous ne pourrez pas les comprendre, ni moi, ni beaucoup de gens. On ne peut pas les comprendre parce qu'on n'a pas le même niveau de QI. On n'a pas le même niveau de culture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié l'histoire. Ils n'ont pas vu que les Français respectaient les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont pas aperçus que la France était le premier pays qui avait aboli l'esclavage. Et ils ont oublié aussi les officiers français qui se faisaient fusiller par les Allemands en 40 parce qu'ils défendaient leurs soldats noirs. Bon, enfin, il y a plein de choses. Et puis surtout, vous avez donné la parole hier à... Comment s'appelait cette dame que j'ai beaucoup aimée? Slop Diop, Madame Diop. Ah oui, Madame Diop, oui. Oui, voilà, Madame Diop. Et puis juste avant, vous aviez eu Rafik. Vous avez eu Rafik. Rafik Smati. Voilà, alors d'ailleurs j'ai adhéré à son parti tout de suite quand j'ai entendu, parce que c'est vraiment ce qui me correspond à mon profil. Et voilà la vraie France, c'est à eux qu'il faut donner la parole. C'est eux qui nous font du bien. Et ils sont majoritaires. Et je voulais dire bravo pour ça. Bon, maintenant pour l'argent. J'avais une question à poser à ce monsieur, parce que je trouve vraiment très intéressant ce débat. Ne pense-t-il pas qu'en fait l'argent est devenu un problème à partir du moment qu'il y a eu les banques et que les banques ont commencé à nous faire des crédits sur de l'argent qui n'existe pas. Par exemple, moi, je vais gagner de l'argent, j'ai donné ça à mon banquier, il va me faire un crédit, mais le crédit qu'il me fait, c'est une bulle, ça n'existe pas, c'est juste des chiffres. Et puis moi, je vais lui donner du vrai argent dû à mon travail. Est-ce que c'est pas ça le problème réellement? Voilà ma question. Ah oui, intéressant, mais attendez, juste un mot. Quand il vous donne du crédit, il vous donne quand même de l'argent, le banquier. Je veux dire, vous utilisez cet argent pour acheter votre maison, tout, non? Non, il vient d'où cet argent? On l'a jamais vu, l'argent, c'est des bulles, c'est des chiffres. Moi, quand je prends un crédit pour payer sur 20 ans l'argent de mon travail, là, sur de mon front, c'est du réel, c'est du net. Mais lui, il va me donner, ça vient d'où? C'est quoi?
Si ça se trouve, c'est de la spéculation, c'est des intérêts, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça le problème, c'est le fait qu'il y ait des crédits, on est pris en laisse. L'argent nous tient en laisse. Et le monsieur, c'est très intéressant, je voulais juste lui dire que comme on est sur la planète Terre et qu'on est dominé par l'argent, c'est parce qu'on est une espèce très peu spirituelle et que on aime le matériel, on aime avoir, et plus on a, plus on en veut. C'est une question d'ego, et de toute façon, on s'en sortira pas encore. On a beaucoup de temps devant nous. La question de l'avoir et l'être, effectivement. Alors, Paul Clavier, le crédit, les banques, il a raison, Sébastien, quand il dit, attendez, c'est une bulle, tout ça, Paul Clavier. Mais il y a quelque chose de tout à fait vrai, et que, en fait, tout le monde sait, mais on n'y croit pas. C'est que, évidemment, quand une banque vous consent un prêt, elle crée une ligne de crédit, et cet argent ne correspond à rien. Plutôt, il correspond à l'anticipation de votre travail et de vos remboursements. Hein, mais Sébastien a tout à fait raison, c'est une création monétaire. Maurice Allais, notre prix Nobel d'économie, disait c'est une création ex nihilo, à partir de rien. Alors attention, est-ce qu'il faut diaboliser le crédit? Moi je crois pas. Je pense que le crédit, s'il est bien orienté vers des produits réels, vers un logement réel qui permet que le travail déposé mois après mois, mensualité après mensualité, permet à quelqu'un d'acquérir un logement, très bien, c'est une avance de trésorerie. Alors, la question, c'est est-ce que les intérêts doivent être aussi importants? Dernièrement, les taux étaient très bas. Maintenant, les taux vont partir, semble-t-il, à la hausse. Hein. Mais la création monétaire par le crédit, c'est OK. 90% de la masse monétaire est créée comme ça, pratiquement ex nihilo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature en disant ouais, donc c'est le diable, il faut revenir à une monnaie 100% banque centrale, parce que dans ce cas-là, c'est la récession totale, on ne fait plus grand-chose. Hein. Ou alors, vous avez un État qui régente tout et qui vous dit qui doit faire quoi avec quoi. Mais là, vous avez raison, c'est que le problème, c'est que donc, la monnaie est créée majoritairement par les banques commerciales sous forme de crédit. Et qu'ensuite ces crédits, il y en a certains qui servent à acheter un logement très très bien ou à réaliser des projets réels, puis il y en a d'autres qui tombent dans les fameuses trappes à liquidité et qui vont entrer dans des processus de contrats d'assurance sur la prédiction du prix des matières premières dans 3 ans, avec des short selling, avec alors là évidemment on est dans un plus spéculatif. Mais ce que je veux répondre, c'est le grand cirque. Oui. Vous répondrez juste Paul Clavier, restez avec nous. Vous répondrez après à Sébastien, d'ailleurs, qui doit rester avec nous après cette petite pause. À tout de suite. Merci. Et vous continuez à nous appeler sur Sud Radio. On est toujours avec André Berkoff, on est toujours avec son invité Paul Clavier, auteur de ce livre Par ici, la monnaie, petite métaphysique du fric. C'est publié aux éditions du Cerf. Et vous, est-ce que vous êtes matérialiste sur Sud Radio? Est-ce que vous aimez le fric ou est-ce qu'au contraire pour vous, eh bien, ça n'a aucune vraie valeur? Vous nous appelez 0826 300. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et avant que je donne la parole aux auditeurs de Sud Radio et que Paul Clavier aussi leur réponde, je viens de recevoir un merveilleux SMS de l'écrivain Serge Rezvani. Vous connaissez tous Serge Rezvani, c'est l'auteur de chansons immortelles comme J'ai les mémoires qui flanchent et On s'est connus, on s'est reconnus, Le tourbillon de la vie. Et puis il a écrit de merveilleux romans, les années Lula et tout cela. Et juste, il vient de m'envoyer son histoire, une petite anecdote sur l'argent. Je vous la donne rapidement. Un vieil homme de haute qualité orientale décide de léguer avant sa mort à 3 de ses fils ses biens les plus aimés. À l'un, son cheval célèbre dans tout l'Orient, à l'autre, son chameau de course légendaire, au troisième, son esclave la plus sensuelle. Scandale des 3 frères qui se trouvent tous trois lésés. Enfin, ils réussissent à s'entendre, ils tuent cheval, chameau, esclave, et ainsi se partagent équitablement la viande. Voilà l'invention de l'argent, du neutre au lieu de la chose aimée. Qu'en pensez-vous, Paul Clavier? Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir connu ce récit, cette allégorie plus tôt, parce que je l'aurais mise dans mon livre. C'est exactement ça. L'argent, normalement, est au service d'une transaction personnalisée, où on cherche ce dont on a besoin, ce qu'on aime, et lorsqu'il devient
un niveleur qui anonymise complètement la relation économique, alors on est dans le morbide. Et on est dans l'accumulation morbide des moyens, et il n'y a plus de fin. La fin d'échange, c'est la satisfaction de besoins, que ce soit enfourcher un cheval, un chameau ou une esclave, enfin, excusez-moi de la grossièreté, mais l'idée c'est ça. Hein. C'est qu'on nous avons des besoins humains qui nous rapprochent. Si l'argent sert en les nivelant à les détruire, alors il vaut mieux vivre de bonnes eaux fraîches. Alors, nous attendons vos paroles, auditeurs de Sud Radio. 0826 303 en direction Paris. On donne la parole à Sam sur Sud Radio. Oui, bonjour Sam. Bonjour Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, je suis sacrément embêté parce que le sujet que vous évoquez actuellement est passionnant. Et il y aurait beaucoup à dire. Vraiment beaucoup à dire, mais c'était pas pour ça que j'appelais, malheureusement. Sauf si j'ai 30 secondes après. Faut rappeler tout. Allez-y. Ah, ok, moi j'aimerais parler évidemment de George Floyd. J'aimerais parler un petit peu de ce qui m'attriste beaucoup, c'est la propagande de la police, hein. En tout cas des syndicats de police, qui sont toujours en train de nier des choses. Il y a une utilisation de la sémantique entre la violence légitime. Il y a un problème avec ce terme, M. Berkoff et Jean-Marie. Ils n'ont pas droit à la violence légitime. La violence, c'est quelque chose de personnel, c'est pas professionnel. La force légitime pour un policier d'intervenir ou de se protéger ou d'arrêter quelqu'un, je suis 100% d'accord avec ça, mais pas la violence légitime. Et je vais vous raconter une anecdote, M. Berkoff. Pourquoi c'est important de continuer de filmer la police pendant la manifestation des Gilets jaunes, et qu'on n'arrive pas à me dire que le policier, le CRS qui a commis un acte que je vais vous raconter tout de suite, un homme est tenu par terre par 3-4 CRS, donc il ne peut plus bouger. Il est vraiment hors d'état de nuire. Un CRS vient, lui met un coup de pied en plein visage. Est-ce que ça, c'est un acte d'un policier ou d'un CRS ou d'un gendarme? Est-ce que ça, c'est un acte de légitime défense? Est-ce que c'est un acte professionnel? Est-ce que c'est un acte pour arrêter quelqu'un? Non, c'est un acte totalement gratuit et personnel. Et il y a une chose qui me gêne, M. Berkoff, dans quasiment toutes les radios, les chaînes de télé que j'écoute, personne ne parle du recrutement ni de la psychologie des gens qui postulent pour devenir policier. Dans mon parcours, j'ai rencontré pas mal de policiers. J'ai discuté avec eux. Certains ont des traits de psychopathe. Alors quand je dis psychopathe, ce ne sont pas le psychopathe d'Hollywood, hein, je ne parle pas de ça. Mais certains, on le voit bien sur le visage de Derek Chauvin, qui a son genou sur la nuque de Lloyd. Il ne ressent rien sur son visage. Il n'a rien du tout. Alors Sam, je vais vous répondre, et je comprends très bien ce que vous dites, mais je crois que ce que vous dites, c'est exactement le pendant de ce que d'autres disent. Je veux dire, je crois que vous avez tout à fait raison. D'abord, nous on a été ici, quand vous dites les radios, je ne sais pas, mais nous on a été ici les premiers, on a été parmi, en tout cas ceux qui ont dénoncé l'usage absolument immodéré, c'est le moins que l'on puisse dire, et totalement excessif, disons-le, à l'égard des gilets jaunes, des LBD 40, des éborgnements, tout ça. On en a parlé plus souvent qu'à notre tour, et c'était normal. Je vais vous dire, le problème, c'est la généralisation. Quand vous dites la violence, effectivement, la force ou la violence, le problème, et vous avez raison, la responsabilité de la police est beaucoup plus importante, puisque ils ont le monopole, on l'a appelé comme ça, Max Weber l'a appelé comme ça, de la violence légitime. Mais la violence légitime ne veut pas dire que la violence est permise n'importe comment, n'importe quoi. Donc, évidemment, pourquoi les policiers sont armés, que vous et moi, on n'est pas armés, en tout cas en France, c'est parce que, effectivement, ils sont censés nous protéger. Et là, s'insinue, effectivement, tout ce qui se passe. Et évidemment qu'il y a de tout. Et si vous voulez, moi, ce qui me gêne, d'un côté, les syndicats de policiers qui défendent la police à tout prix, quand ils le font, et d'un autre côté, quand même, de l'autre côté, des manifestants. Parce que je vais vous dire, vous dites ça, mais moi, qu'est-ce que c'est que ces psychopathes qui, par exemple, mettent en feu une voiture de police à Viry-Châtillon, qui la mettent en feu et les occupants sont dedans? C'est pas les psychopathes, ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui caillassent policiers, pompiers, etc.? Moi, je crois que, effectivement, qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui se sont fait massacrer parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre? Vous voyez, Sam, c'est ça qu'il faut voir. C'est une totalité, on ne peut pas choisir. Et vous dites, vous avez rencontré des policiers, vous aviez un visage de psychopathe.
Je ne sais pas, c'est possible. Qu'il y ait des psychopathes, parmi les policiers ou des gens qui se comportent très mal, c'est possible. Et peut-être qu'ils ne sont pas assez sanctionnés, je vous l'accorde. Mais que d'un autre côté, sous ce prétexte, on dit tout le monde est la police et qu'on est prêt à tout, à n'importe quelle extrémité, alors qu'à des moments, on est bien content qu'il y ait des gens qui viennent nous protéger, c'est tout le dilemme. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est la généralisation. Tout le monde est la police, pour moi, c'est une imbécilité, même plus une ignominie. Ou si l'on dit tout le monde est les Noirs, tout le monde est les Blancs, tout le monde est les Juifs, tout le monde est les Français. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce slogan, on l'entend tous les matins, du matin au soir dans les manifs. Ça veut dire quoi tout le monde est la police? Ça veut dire quoi tout le monde est X, Y ou Z? Vous savez, ça, c'est la violence qui engendre la violence. Et il faut faire très attention. Vous croyez pas, Sam? M. Berkoff, justement, vous venez de soulever un truc. Quand des personnes s'attaquent à des policiers, balancent un cocktail Molotov, mais par rapport à des psychopathes de rue, ça ne me surprend pas dans l'absolu. Ça ne me surprend pas. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez. Oui. Venant d'un policier, ça me pose un problème. Parce qu'effectivement, c'est un homme qui a l'autorité, ou un homme ou une femme d'ailleurs, qui a l'autorité, qui est armé, qui est souvent accompagné de plusieurs, collègues, hommes ou femmes, qui sont parfois complices. C'est que venant de quelqu'un de la rue, moi j'ai grandi au milieu de gangs, monsieur Berkoff. Oui. J'ai grandi dans le 19e, j'ai eu des gangs partout, des dealers, j'ai croisé dans ma vie des violeurs, etc. J'ai vu à peu près à quoi ça cause. Et des tueurs même, certains qui avaient fait de la prison pour meurtre. Venant de quelqu'un comme ça, j'ai envie de dire quelqu'un qui n'est pas sous un mandat d'autorité, qui représente pas l'État, le gouvernement, la police. C'est un psychopathe, il se fait arrêter, il va en tôle. Tant mieux, c'est pas le problème. Et on protège ainsi les citoyens avec ça. Et la police aussi. Mais venant d'un policier, M. Berkoff, ça me pose un problème parce qu'il y a un double pouvoir de nuisance. Derek Chauvin, il a eu 17 inculpations avant de tuer George Floyd. 17 ou 18. C'est ça le problème, M. Berkoff. C'est que moi, j'ai vu je finis juste sur ça, M. Berkoff. Je suis désolé de prendre un peu la parole. Non, je vous en prie. Même en bas de chez moi, une fois, j'ai vu un cafetier se faire arrêter parce qu'il était en train de livrer ses cartons. C'était un peu mal garé, ça s'est un peu envenimé. C'est de sa faute. Il était impulsif. Ça a évidemment énervé les policiers. Mais pour l'arrêter, ils l'ont saisi par la gorge. Mais je suis d'accord. Alors, je vais vous dire, pour terminer avec ça, je suis totalement d'accord avec vous. Encore une fois, quand on est titulaire de l'autorité et qu'on l'outrepasse et qu'on l'excède, eh bien, il faut sanctionner et durement. Là, il n'y a aucun problème, nous sommes d'accord là-dessus, mais je pense que des deux côtés, vous savez, et que messieurs les assassins commencent par rapport à la peine de mort, je veux dire, quand je dis la peine de mort, je veux dire, il faut pas laisser non plus les violeurs ou les massacreurs impunis. C'est un équilibre difficile, mais je suis d'accord avec vous. Encore une fois, aucune généralisation. Merci à vous, Sam. 0826 300 300, on continue à nous appeler. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous appeler sur le thème du livre de notre invité, Paul Clavier. On vous donne la parole dans quelques instants sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et dans tous nos états, avec vous, auditeurs de Sud Radio, et avec Paul Clavier, le philosophe de la monnaie, notamment, entre autres. C'est à vous. Je rappelle la référence de l'ouvrage de notre invité par ici, La monnaie petite métaphysique du fric. C'est publié aux éditions du Cerf. 0826 300 300 direction la Seine-et-Marne. On retrouve Richard sur Sud Radio. Bonjour Richard. Bonjour Monsieur Berkoff. Je suis devenu un très grand fan. Je m'excuse, mais je ne vous connaissais pas il y a 3 semaines et par hasard j'ai commencé à vous écouter et je suis un très grand fan. Donc bravo pour votre émission. Merci beaucoup. Voilà. Merci Richard. Moi, j'aimerais, je m'excuse, je ne veux pas parler du livre. J'aimerais parler de la petite tribune de Monsieur Omar Sy qui me scandalise, qui me met dans tous mes états. J'aimerais savoir comment ça se fait que quand la pauvre petite Mila s'est fait massacrer sur Internet, la pauvre, elle peut plus aller à l'école, elle a 16 ans, parce qu'elle a osé critiquer l'islam. Il n'y a pas eu de tribune pour la protéger.
En France, je crois qu'on est le seul pays où les pompiers se font caillasser, alors que dans le monde entier, c'est des héros. Nous, chez nous, ils se font caillasser. Il n'y a pas de tribune pour eux, de nos célébrités. Sur le fait que dans certains quartiers en France, les femmes n'ont plus le droit de s'asseoir à une terrasse de café, apparemment ça n'indigne pas Monsieur Omar Sy ou Jamel Debbouze. Le confinement, il y a eu un racisme total, parce que dans certains quartiers, les flics n'avaient pas le droit d'intervenir. Mon oncle, qui a 86 ans, il s'est pris une amende de 135 € parce qu'il a oublié de mettre la date sur son attestation. Ils n'ont pas l'air d'être indignés sur ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on devrait entendre certaines célébrités aujourd'hui qui sont d'origine africaine et maghrébine être un peu plus positives. Et je sais qu'il y en a beaucoup, mais ils osent pas parler parce que sinon ils vont être critiqués. Oui, il y en a, mais oui, voilà, il devrait être plus à l'antenne peut-être, je sais pas. Je vais vous dire, je crois que vous avez tout à fait raison sur un plan, mais je crois que ce n'est pas une question. Toutes les célébrités devraient intervenir, pas qu'elles soient africaines ou maghrébines ou autres. Oui, non, exactement. Non, je sais que vous êtes d'accord avec ça. Le problème, si vous voulez, c'est que beaucoup, malheureusement, pas tous, mais beaucoup, veulent absolument dans le camp du bien. Je m'explique, le camp du bien, c'est le camp de la pensée, où on est effectivement soi-disant tolérant, soi-disant accueillant, soi-disant ceci, cela, tant que ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que moi, j'ai été toujours très frappé, je le dis parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'on dit accueillez, à condition que ce ne soit pas tout près de chez moi. C'était tout près de ma résidence secondaire, tout près de ceci, tout près de cela. Comme quand j'ai vu ces pétitions de célébrités en disant « Soyez frugaux, ne voyagez plus », alors que eux font la planète à coups d'hélicoptère ou autre. C'est-à-dire, il y a quelque chose quand même qui est profondément schizophrène, je le dis, entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et c'est ça qui est intolérable. Moi, je veux bien qu'on fasse ce qu'on veut. Moi, je veux bien qu'on gagne beaucoup d'argent. Je pensais à Paul Clavier. Ou qu'on fasse ceci ou cela, mais qu'on ne donne pas des leçons. Qu'on ne vienne pas, alors que sa vie n'est pas du tout en accord avec ses dires, qu'on ne donne pas des leçons aux gens. Et quand vous parlez juste de votre oncle, qui, parce qu'il n'a pas mis sa date sur l'attestation, se fait 135 €, et que je rappelle que 2 manifestations, celle des migrants sans papier la semaine dernière et celle pour Adama Traoré il y a 2 jours, étaient interdites par la préfecture de police et par le gouvernement, et qu'elles ont eu lieu, alors moi je veux bien. Mais c'est quoi ces 2 poids et 2 mesures? C'est 10 poids et 10 mesures. C'est quoi d'aller après mettre 135 € à quelqu'un qui est seul dans la forêt ou sur la plage? C'est quoi, si ce n'est de l'hypocrisie, ou je ne sais pas, de la peur, ou je ne sais pas, de la pusillanimité, ou de l'électoralisme, je ne sais pas. De toute façon, vous avez tout à fait raison. Moi, je trouve que effectivement, ces acteurs, chacun peut s'en penser ce qu'il veut. Chacun a le droit, Omar Sy, Jamel Debbouze et puis tous les autres. Le problème, c'est que mettez-vous en accord. Je rappelle qu'Omar Sy vit à Los Angeles, dans des maisons très protégées, tant mieux pour lui, qu'il a gagné beaucoup d'argent. Tant mieux pour lui, c'est parce que c'est un bon acteur, sinon il n'aurait pas gagné beaucoup d'argent. Il le mérite, il n'y a pas de problème. Mais attention à ne pas venir donner des leçons aux gens, comme ça, impunément, et surtout gratuitement. 0826 300 300. Merci Richard de nous avoir appelé depuis la Seine-et-Marne. On donne la parole à Pierre qui nous appelle de Toulouse sur Sud Radio. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Écoutez, je voudrais revenir sur les propos de votre invité à propos de son livre. Et je dirais qu'aujourd'hui, si les banques européennes hésitent à prêter de l'argent aux États, bon, c'est qu'elles en ont prêté, qu'elles en prêtent, mais c'est parce qu'on sait que les gouvernants successifs utilisent cet argent à des fins électorales au lieu de l'investir avec une contrepartie. Et je prendrai un exemple précis. Lorsqu'on distribue par exemple de l'argent à Air France, on ne leur distribue cet argent que pour couvrir des frais fixes. Alors qu'il fallait en contrepartie, par exemple, créer de nouvelles actions en augmentant peut-être le capital de la société pour les distribuer aux salariés. Et ça aurait un double effet. Le premier effet, c'est que d'une part, on ne crée pas de l'inflation puisque l'on crée de la monnaie avec une contrepartie qui est l'action. Et en deuxième lieu,
ça permettrait aussi de maîtriser à terme l'ensemble de ces actionnaires financiers qui n'ont de cesse que d'utiliser ces actions à des fins purement financières et de gains, alors que si derrière on avait des sociétés françaises, voire des sociétés même internationales, qui étaient réparties en deux types d'actions, des actions de salariés et des actions financières à part égale, c'est-à-dire 50% pour les financiers, 50% pour les salariés, on n'aurait plus justement ce type de société où derrière les actionnaires décident de transférer une société parce qu'on estime qu'elle n'est pas assez rentable. Là, le salarié aurait son mot à dire, et ce qui permettrait justement de maintenir l'entreprise dans la société française. Et ça, d'après moi, c'est le sujet de demain. Alors très bien, juste je voudrais que Paul Clavier réponde à cela pour vous poser un vrai problème, je crois que c'est un problème de fond. Paul Clavier, quelle est votre réaction ? Écoutez, l'intervention est évidemment très sensée. Ensuite, quels sont les moyens dont dispose le régulateur financier ? Quels sont les moyens dont on dispose pour que l'investissement soit vraiment canalisé à des fins qui sont vraiment, qui répondent aux besoins sociaux, sociétaux, ou tout ce qu'on veut. Voilà, c'est sûr. Alors, je vais donner juste un petit exemple, parce qu'on n'est pas démunis. Chaque année, le Parlement vote la loi de finances, le budget de la nation, la loi Pacte. Ouais. Et alors, il faut des propositions de loi, puisque les projets de loi sont un peu timides sur cette question. Il faut des propositions de loi qui par exemple, orientent l'épargne. De façon, c'est tout à fait légal d'ailleurs qu'une partie des unités de compte des assurances vie puisse être transférée vers de véritables investissements qui ne sont pas uniquement au service de l'actionnariat. On est passé de la menace de la dictature du prolétariat à la dictature de l'actionnariat. Alors évidemment, entre la peste et le choléra, on n'est quand même pas très bien lotis. Je voudrais quand même, parce que c'est quand même l'objet de beaucoup d'interventions, essayer de réfléchir paisiblement à tout ce qui est dit. Écoutez, Omar Sy, on va quand même pas maintenant en faire un nouveau, faire un procès à Omar Sy. Il vit à Los Angeles. Vous l'avez dit, André Berkoff, grand bien lui fasse. Je pense qu'on est tous d'accord pour que le niveau de la violence policière doit être réduit à 0. C'est difficile, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Et je suis en revanche tout à fait d'accord avec ce que vous dites, André Berkoff, lorsque vous dites les donneurs de leçons qui ne vivent pas les situations de caillassage, etc., ne sont pas très bien inspirés. Mais raison de plus pour que ceux qui donnent les leçons donnent de leur personne. Je rappelle que pour toute personne qui nous fait la leçon en disant il n'y a pas d'intégration des personnes de l'immigration ou des migrants récents, et il existe plein d'associations. Moi, je milite personnellement pour Welcome et le service de réfugiés des Jésuites. Toute personne qui a une chambre libre chez elle peut, mois après mois, héberger un migrant, l'intégrer. Et je vous assure que ces gens-là, moi j'en ai vu passer plusieurs. Je salue Yonten et Kader, ici, un Tibétain et un Syrien, mais qui rendent des services extraordinaires, qui sont dans le dévouement et d'une loyauté parfaite. Et c'est pas et là, on est parfaitement d'accord. Et non pas enfermés dans des ghettos. Alors là, je suis d'accord. Mais attention, on ne va pas maintenant faire de Omar Sy le nouvel ennemi public numéro 1. Il est intouchable. Non, je crois qu'il n'en est pas question et je ne pense pas qu'il court ce danger. Merci en tout cas. Rassurez-vous, Paul Clavier. Merci à Pierre pour sa question. 0826 300 300, on part dans le Var. On retrouve rapidement Maxime qui a une dernière question à poser à notre invité Paul Clavier. Maxime, c'est à vous. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à tous. Je voulais simplement réagir, je vais essayer d'être bref, je voulais simplement réagir sur cette conversation à propos de l'argent. Et je voulais apporter un petit peu un point de vue peut-être un tout petit peu différent. On a parlé d'argent, merci, on a parlé d'argent en tant que véhicule, en tant qu'outil de comptabilité. Je voudrais ajouter quand même quelque chose là-dessus. Je pense que l'argent, il ne faut pas oublier que c'est avant tout c'est un stock de valeur. À mon sens, c'est un stock d'énergie potentielle. Et quand je parle d'argent, je parle bien de monnaie dans ce cas-là. C'est un stock d'énergie potentielle parce que c'est là où vous stockez en fait la valeur de votre travail, d'accord ? C'est là où vous stockez la valeur de votre temps. Et donc, lorsqu'on comprend ça, si vous voulez, c'est vraiment très très intéressant parce qu'on comprend pourquoi il est impératif de préserver le pouvoir de cette énergie potentielle. D'accord ? Et donc, la question qu'il faut poser, je pense, aujourd'hui, quand on parle d'argent et de monnaie, c'est vraiment comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé à la situation actuelle. Donc, je suis d'accord avec vous lorsque vous disiez que l'argent était un bien commun.
Je pense que l'argent, c'est une institution, la monnaie, c'est une institution, au même titre que, par exemple, la langue française, d'accord, au même titre que, voilà, peut-être l'Internet, voilà, ce genre de choses. Ce sont des institutions, ce sont des biens communs, et donc la monnaie, je pense, aujourd'hui, c'est un bien commun qu'on a échoué à protéger contre une certaine forme de corruption, si vous voulez. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, l'argent a été corrompu, si vous voulez, à partir du moment où on a essayé d'en prendre le contrôle au niveau des États, au niveau des institutions, au niveau des banques et des banques centrales. Et à une certaine époque, si vous vous souvenez, on fonctionnait avec un étalon or, avec des étalons argent, avec des métaux précieux. Et si vous voulez, à ce moment-là, la monnaie était donc ce bien commun décentralisé. La monnaie était gérée par la nature, puisqu'on était, si vous voulez, pas en mesure de la créer nous-mêmes. Et je pense que c'est à partir, excusez-moi, je pense que c'est à partir du moment où on a commencé à la créer nous-mêmes qu'on en a perdu le contrôle et qu'on a corrompu donc ce bien commun. Ce bien commun. Écoutez, on va en reparler. Moi, je souhaiterais, j'espère, je sais que Paul Clavier a un rendez-vous, j'aimerais qu'il reste encore un tout petit peu pour parler de la financiarisation de l'économie et comment la finance a pris le pas après cette petite pause. Non, peut-être qu'on va faire répondre Paul Clavier qui devait nous quitter juste après, André Berkoff, je vous propose. Paul Clavier, si vous voulez réagir à notre auditeur. Paul Clavier peut répondre. Je suis ravi de pouvoir rester avec vous. Je veux réagir à ce qui vient d'être dit parce que j'ai bien entendu, hein, mais je suis vraiment pas du tout d'accord et je pense que ce désaccord, il faut l'exprimer paisiblement. Ce que dit notre auditeur, c'est que l'argent, lorsqu'on s'appuie sur le système du métallisme ou du bimétallisme, là on est dans la nature, on est dans le réel, alors que la création monétaire par les banques ou par les États, lorsqu'elle est déconnectée des réserves d'or, elle est artificielle. Mais le raccordement de la monnaie à son indexation sur des réserves métalliques, c'est une convention totale. C'est une invention. Et on a bien vu qu'elle n'a pas été au service du travail humain et au service de la satisfaction des besoins de tous à proportion de leur contribution à l'effort commun. Donc je pense que l'essence de la monnaie, enfin c'est mon opinion, ça doit être une unité de compte, un instrument d'échange. Et quand elle devient un instrument de réserve, c'est là qu'il y a la perversion. Alors je ne veux pas polémiquer, mais moi je suis d'un avis vraiment diamétralement opposé, et puis il faut discuter tranquillement à ce qu'a dit notre auditeur, parce que justement, les réserves métalliques, ce sont des pures conventions, et là, alors, qui les extrait, dans quelles conditions, on dirait, là, franchement, la soif d'or, que Virgile dénonçait déjà, mais c'est pas le travail. Et je vais vous dire une chose en plus, c'est que lorsque vous dites, bon, alors, l'argent doit être gagé sur les réserves métalliques, que les États se sont appropriés, dire non, les conditions, ce sont des siècles de guerre, pour avoir l'or du Mexique, l'or de ceci, cela, pour aller prendre l'or des Allemands, etc. Bon, ces études de réserve, elles n'ont pas de signification humaine. Ce qui compte, c'est le travail et la production des biens et des services. Et lorsque vous avez de l'or, et si aucun boulanger n'a reçu sa farine de la minoterie ce matin et s'est levé à 4h du matin pour faire du pain, vous avez beau avoir de l'or, et je suis désolé, le travail n'est pas là, la réalité humaine n'est pas là. Merci. Donc je suis contre l'idée que l'argent est une unité de réserve. Merci en tout cas, Paul Clavier, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle la référence de votre ouvrage Par ici, la monnaie, petite métaphysique du fric. C'est publié aux éditions du CERF. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.